On va peut-être passer au sujet suivant. Et alors, on va demander la parole à notre collègue orthopédiste, urologue Christophe Tholon, puisque sa présentation était un petit peu dans la logique de la suite de la présentation de notre collègue gynécologue. Christophe, à toi. Merci. Merci à l'Académie nationale de chirurgie de son invitation et à l'organisation de Jean-François Gravier et du Dr Mar. En effet, la mise à la disposition pour nos interventions de nouvelles sources d'énergie ne s'accompagne pas systématiquement de la formation nécessaire à leur manipulation, vous l'avez déjà dit, et génère volontiers de nouvelles complications. En 1929, alors que le premier générateur pour électrochirurgie commence à être diffusé et que l'on employait pour la première fois le mot de bistouri électrique, l'un de ses pairs, le Dr Ward, énonçait cette évidence que seuls les chirurgiens ayant étudié scrupuleusement cette nouvelle technologie semblaient à même de l'utiliser. On en est loin. Alors même que les générateurs et leur utilisation n'a cessé de progresser et de se modifier, devenant de plus en plus complexes, une enquête récente, 2004, réalisée aux États-Unis sur un panel de chirurgiens expérimentés, qui consistait en une thèse de connaissance théorique et de maîtrise pratique des générateurs de dispositifs d'électrochirurgie, aucun des chirurgiens n'a obtenu la moyenne. Or, il apparaît, en particulier dans l'utilisation des nouveaux dispositifs d'hémostase, que la connaissance des spécifications techniques est indispensable à la bonne utilisation de ces instruments, qui peuvent, en dehors de conditions standards d'utilisation, se révéler redoutables. L'intensité de l'énergie délivrée focalement peut connaître une diffusion large, responsable de lésions d'organes de voisinage qui sont le plus souvent invisibles sur le moment, sans compter d'éventuelles lésions à distance du fait de la constitution de plasma, dont on n'a pas du tout parlé ici, et qui est un des dangers spécifiques de la cellullochirurgie. Ce constat étant fait, nous sommes intéressés à Uroris sur les lésions urétérales liées à l'utilisation de ces nouvelles énergies. Pourquoi ? Parce que pendant des décennies, la lésion urétérale réalisée au cours d'une chirurgie, le plus souvent pelvienne, était considérée, quand elle n'était pas reconnue immédiatement, comme une source de complications souvent mortelles, du fait essentiellement des difficultés diagnostiques, avec l'aphorisme célèbre de Higgins, que vous avez tous appris, sur la faute vénielle et la faute mortelle. Aujourd'hui, malgré la diffusion des techniques de dissection, l'utilisation des nouvelles techniques rend plus complexe finalement pour le chirurgien l'approche de ces urtères. Ce qui est très intéressant, c'est que cette étude a été réalisée du fait de l'implantation dans notre établissement de la nouvelle technique de Biclan. Un de mes confrères était passé de la pince de Jean-Louis Faure au Biclan et a connu, en l'espace de 2 mois, 2 lésions urétérales. C'est à ce moment-là que j'ai interpellé Urorisque pour faire une étude de risque a priori. Et avec la commission risque-affût, nous avons fait une enquête, excusez-moi, voilà le Biclan, auprès des urologues. Donc c'est une autre approche encore, on n'est pas dans la base REX, on fait une enquête de retour d'expérience. Nous avons eu 133 réponses, ce qui est un faible taux, puisqu'on n'avait que 15% de répondeurs, mais plus de la moitié de nos collègues avaient été confrontés dans l'année précédente à une lésion urétérale iatrogène, c'était en 2013. Dans plus de 60% des cas, c'était lié à un geste gynécologique, ce qui rejoint les données de la littérature. Dans 50% des cas, la procédure était cellullochirurgicale. Et dans près de 70% des cas, un dispositif d'hémostase spécifique était utilisé. 51% des urologues pensent que c'est ce dispositif d'hémostase qui est à l'origine de la complication et donc du dommage. Le ligature est surreprésenté, mais c'est aussi le dispositif le plus diffusé. Les dispositifs réputés plus sûrs, comme l'ultralcision et l'harmonique, ne sont cependant pas exempts de danger. Là aussi, avec 70% de reconnaissance secondaire de la lésion urétérale, nous sommes dans les moyennes des chiffres de la littérature, et le délai moyen de reconnaissance est de 15 jours avec une médiane de 7 jours, ce qui est très différent des lésions urétérales par plaie directe ou par ligature sertie. Les signes cliniques de reconnaissance sont dominés par la douleur et l'apparition d'urine dans les redons laissés en place. Dans un tiers des cas, une sonde double J simple est suffisante pour la réparation du dommage, mais dans plus de 50%, il faut une nouvelle intervention chirurgicale qui va le plus souvent consister à une réimplantation, soit par voie ouverte, soit par voie cellullochirurgicale. Avec heureusement, dans plus de 50%, une guérison sans séquelles. Vous le voyez, les lésions urétérales restent au cœur des préoccupations des chirurgiens, comme un risque, quand ils doivent aborder le pelvis, que ce soit par voie cellullochirurgicale ou par voie vaginale, en particulier depuis l'avènement de la cellullochirurgie.
Il y a un article original de 2008 qui a bien pointé du doigt l'augmentation importante des lésions urétérales depuis cette cellullochirurgie, avec des images qui peuvent être terrifiantes. Et même si tous les patients ne vont pas demander de réparation pour les dommages subis, nous devons rester vigilants sur l'utilisation de ces dispositifs qui sont susceptibles d'être directement à l'origine de ces lésions. Même si les études d'innocuité et d'efficacité sont parfaitement réalisées et consultables, et pas seulement par les firmes qui vendent ces dispositifs, elles promettent toutes une hémostase sans aucun risque. Tous les vendeurs nous l'ont dit. La sécurité de l'utilisation des dispositifs actuels est directement dépendante du respect des règles d'utilisation qui sont le plus souvent ignorées par nos confrères. Il est avéré que l'utilisation sur position forcée, qui rend beaucoup plus rapide la manœuvre, rend inopérantes les sécurités, permettant d'interrompre la délivrance d'énergie en cas d'apparition de vaporisation, ce qui crée des plasmas, ou d'augmentation de la résistance tissulaire qui coupe automatiquement le système. Il existe théoriquement une supériorité de l'harmonique scalpel sur le ligature en termes de rapidité et de montée en température, mais avec un danger spécifique si l'utilisation dure plus de 5 secondes de l'harmonique, spécialement sur des tissus comme le canal cystique et l'urtère. Des recommandations ont été formulées pour stopper cette utilisation au bout de 5 secondes. Je serais curieux de savoir combien de chirurgiens le savent. Donc il ne faut pas d'utilisation forcée. Or, moi j'ai le souvenir d'un vendeur de Biclan qui m'indiquait que si j'étais pressé, j'avais qu'à mettre en position forcée. Le problème de la température. La prise de conscience des effets collatéraux possibles des dispositifs testés au cours de chirurgie digestive, monopolaire, bipolaire, diathermique, avec l'harmonique scalpel, le ligature, ont été validés avec des températures qui, à 1 cm du dispositif, peuvent varier de 44 à 78,9 degrés en fonction de l'instrument, sachant que la coagulation réversible ou irréversible varie entre 43 et 70 degrés. Donc les tissus sont fragiles. Il existe une montée en température importante de l'instrument lui-même, avec un temps significatif de retour à une température correcte, qui va être plus importante avec les dispositifs comme l'harmonique, qui peuvent monter jusqu'à 200 degrés. Ça veut dire que le mort de l'instrument, si vous le posez sur le tissu à côté, va cautériser. Elle est un peu moindre avec le ligature et le plasma trisector, qui n'est pas très diffusé en France. Cette augmentation de température est particulièrement importante avec les dispositifs d'ultracision utilisés en pleine puissance, avec des températures qui peuvent devenir supérieures à 60 degrés à 2,5 cm. Donc on est hors des zones de sécurité des morts de l'instrument. Et seulement après 15 secondes d'utilisation, la température va monter à 140 degrés à 1 cm. Ça entraînera des dommages qui ne seront pas visibles, mais des dommages histologiques qui seront irréversibles. Donc il faut tenir compte de la température. Une revue avait été faite en 2003 sur les lésions urétérales au cours des procédures cello-chirurgicales. Les instruments d'électrochirurgie y étaient impliqués dans 17 des 70 cas, c'est-à-dire 24%, et avec des lésions urétérales dans 34 des 60% des cas, sans cependant malheureusement que l'on ait noté le type d'instrument utilisé. Ça a amené cependant dans les pays scandinaves, du fait de l'augmentation des lésions urétérales, à faire des recommandations spécifiques pour les alternatives à l'utilisation de ces produits en cellullochirurgie. Donc des recommandations du même type que celles que vous avez formulées, existaient en 2009 dans ces pays. Il y a une vigilance particulière de la cellullochirurgie parce que les caractéristiques qualitatives des instruments s'altèrent beaucoup plus vite en situation cellulochirurgicale, et que ce soit de l'usage unique ou de l'usage multiple, on perd la qualité rapidement de l'instrumentation. Nous pensons que c'est la déclaration de ces cas aux organismes compétents qui permettra d'améliorer la sécurité d'utilisation de ces dispositifs. Mais comme vous l'avez très bien dit, M. Deloz, notre problème, c'est que nos déclarations sont punitives. Donc personne ne déclare, et parce que nous ne déclarons pas, nous ne corrigeons pas les cas. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, les formations, bon,
Ça paraît évident qu'on n'a aucune notion du mode de fonctionnement d'un appareil de coagulation. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui dans les facultés, mais moi, quand j'étais interne du chef, je n'ai pas eu de formation. Non. Quand on voit arriver un nouvel appareil dans un bloc opératoire, c'est un vendeur de matériel qui nous le donne. Il nous indique qu'on peut l'utiliser en toute sécurité, en toutes circonstances. Et on voit au quotidien ces biclans, ces harmoniques baignés dans du liquide, sur des tissus sans traction, sans précaution de dissection. Et en fait, on oublie les leçons du passé. Je repris Higgins parce que c'était vraiment l'homme qui a, pour les urologues, changé la chirurgie pelvienne. Et on oublie ces leçons. Dans notre spécialité, il y a 20 ans, au début de la celluliochirurgie, Maurice Brua avait initié une formation. On était passé donc à la bipolaire, on avait complètement donné à monopolaire, mais je crains que cette formation soit passée de mode. En fait, il y a eu cet aspect novateur de la bipolaire au début des années 90, et actuellement, bon, c'est un peu la routine, mais il n'y a plus ces communications dans les congrès où vraiment taper sur le monopolaire. C'était strictement interdit d'utiliser une monopolaire en celluliochirurgie. Et on n'entend plus ça. Donc les jeunes vont peut-être revenir à la monopolaire. Par défaut, la formation, il faut la renouveler, la répéter. Enfin, ils sont tous convertis aux nouvelles énergies, les jeunes. C'est-à-dire qu'en celluliochirurgie, il n'y en a plus un qui utilise autre chose que ce type d'instrument. Oui. Avec d'ailleurs beaucoup de succès. C'est-à-dire que les lésions sont quand même rares. Le problème, c'est qu'elles sont d'apparition retardée. Elles sont souvent pas reconnues. Et elles sont liées à cette espèce de facilité qu'on a dans une dissection qui se fait finalement pas à pas, sans qu'on ait à chercher les tissus nobles. Pour nous, c'est l'urtère, c'est juste mon dada. Mais pour vous, c'est le cystique, et pour d'autres, ce sera le grêle. Mais il y a des vraies lésions à distance qu'on explique par des arcs. Ça, c'est très peu connu, mais quand vous commencez à avoir des phénomènes de vaporisation en celluliochirurgie avec ces gouttelettes de projection, l'énergie va diffuser, comme dans un plasma, d'un bout à l'autre de l'abdomen. Et vous allez avoir des lésions à distance qui seront liées à rien d'autre qu'à ce plasma. Donc, question à l'urologue, là. Est-ce que le risque que j'évoquais de sténose retardée, qui devrait être plus important que le nombre d'accidents, est une vue de l'esprit, ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut être... Alors, retardé à quel point, je ne le sais. Aujourd'hui, en tout cas dans notre établissement, les habitudes prises par nos confrères gynécologues, c'est de faire des échographies rénales systématiques à distance de leurs hystérectomies, du fait des incidents qui ont eu lieu, et finalement on n'a pas tant que ça de lésions urétérales secondaires. Mais il est clair que là où on était alerté dans les 24 à 48 heures après une lésion urétérale sur de la chirurgie utilisant des énergies classiques, aujourd'hui c'est plutôt 8 jours à 1 mois avant la complication. Donc une recommandation de faire une échographie à 1 an après une hystérectomie utilisant la thermofusion ne te semblerait pas complètement inutile? Ça ne serait pas complètement aberrant. Oui, merci encore pour cet excellent travail tout à fait original, et merci Madame d'avoir souligné effectivement que le problème de la formation, je suis ancien doyen donc dans une spécialité différente de la vôtre, mais en chirurgie orthopédique, et si on prend les textes du DESC d'orthopédie, enfin qui va évoluer vers autre chose, ça c'est les travaux de la CNIPI, mais malheureusement, si l'on s'en tient au texte réglementaire, je me tourne vers notre secrétaire général de l'Académie de chirurgie, il n'y a pas effectivement la notion même de risque, ce n'est pas enseigné. Et n'est-ce pas le rôle de l'Académie de chirurgie d'interpeller la conférence des doyens, effectivement, d'une certaine manière, pour, comment dirais-je, faire modifier l'enseignement. Enfin, je me tourne vers les chirurgiens orthopédistes, mais moi, comme chirurgien orthopédiste, on ne m'a jamais appris ce que c'était qu'un risque, et en particulier ces risques nouveaux. Alors peut-être que vous, les jeunes, dans votre spécialité, il y a eu peut-être des cours dans votre DES, mais je ne crois pas, que ce soit en chirurgie digestive ou en chirurgie urologique, rien. Rien, sauf des journées spéciales. Ah oui, non, mais ça, je ne parle pas de ça. Mais à la faculté, non, rien. Voilà, la faculté, rien, mon Dieu. J'espère que ce n'est pas enregistré, parce qu'on dira que c'est pour un ancien doyen, ce serait catastrophique. Merci Madame d'ailleurs d'avoir souligné, parce que je crois que c'est très important. Non, je réponds, Henri, à vos remarques. L'Académie s'intéresse beaucoup à ces questions, puisqu'en 2003, il y avait eu une grande réunion sur la responsabilité juridique du chirurgien qui a été refaite en 2014.
Mais l'Académie n'a qu'un rôle transversal et justement le programme FUSE entre parfaitement dans ce rôle transversal. Mais si elle a un rôle d'alerte, on revient toujours aux alertes, un rôle d'influence, elle n'a aucune autorité. Et chaque université est très jalouse et chaque enseignant est très jaloux de ses prérogatives. Monsieur Polo, vous voulez prendre la parole? Non, vous êtes d'accord, c'est ça? Là, vous pouvez parler. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, on avance.